Nous allons maintenant aborder le codage ASCII, c'est-à-dire la représentation de caractères. Il y a plusieurs façons de représenter les caractères. L'ASCII est la version la plus ancienne, nous allons dire, et il y a des versions qui maintenant sont beaucoup plus modernes et qui permettent de représenter des alphabets qui sont beaucoup plus grands que les alphabets, on va dire, classiques de l'Europe de l'Ouest, même si déjà dans l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est, on avait des représentations ASCII qui pouvaient différer pour des raisons de caractères spéciaux. Pour pouvoir représenter des symboles, comme on peut avoir au Japon, comme on peut avoir en Chine, ou comme on peut avoir dans les pays de langue arabe, eh bien, on va souvent utiliser maintenant des encodages différents qu'on appelle des encodages UTF, UTF-8, UTF-16, UTF-32, qui permettent d'utiliser plusieurs octets pour représenter un caractère. Et de cette façon-là, arriver à représenter beaucoup plus de symboles, puisqu'en UTF, à partir du moment où on peut monter jusqu'à 32 bits, on va pouvoir avoir 4 milliards de symboles, ce qui est très large. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est normalisé, ces représentations, que ce soit UTF ou que ce soit ASCII, de façon à ce qu'on puisse décoder facilement cette information qui, à la base, ne sont que des nombres, en une représentation qui, elle, est graphique, un caractère, et qui varie d'un endroit à un autre. Donc nous, on va rester à la version vraiment initiale, de base, de l'ASCII, qui est une représentation qui définit 128 combinaisons possibles, et donc qui utilise 7 bits, historiquement. On va avoir des ASCII étendus qui peuvent monter à 256 caractères, en utilisant donc 8 bits, et qui en général sont associés à ce qu'on appelle des codes pages, et qui peuvent changer d'un pays à l'autre. C'est pour ça que vous pourrez voir dans des systèmes un peu anciens, des caractères qui sont incorrectement affichés, en particulier lorsqu'il s'agit de caractères accentués, puisque comme vous pouvez le voir dans cette table, il n'y a pas de caractère accentué. Donc quand vous voulez écrire un mot en français, qui contient un E avec accent, il n'est pas dans la table ASCII standard. Il est donc représenté dans les caractères de 128 à 255, mais qui, eux, ne sont pas définis de façon universelle, mais qui dépendent de ce qu'on appelle un code page. Et donc, si vous n'avez pas le bon code page, eh bien, votre E avec accent pourra être représenté par un A tilde dans un autre code page. Donc, c'est pour ça que vous pouvez avoir des fois sur des sites web, par exemple, des affichages qui sont de mauvaise qualité, parce qu'ils n'utilisent pas correctement la bonne table de correspondance de chiffres avec les caractères. Donc, ce qui est standard, qui est partagé dans tous les codes, c'est la représentation suivante sur les 128 caractères, dans laquelle vous voyez que les 32 premiers caractères, donc 0 à 31, sont plutôt des codes de contrôle. On va retrouver par exemple ici des choses comme le saut de ligne. Ça, c'est ce que ou le backspace. Donc ça, c'est des choses que vous allez retrouver quand vous faites par exemple un backslash n à la fin d'une ligne dans un printf. Ben, en fait, ça correspond à l'insertion d'un caractère de saut de ligne qui correspond à un code hexadécimal dans la table ASCII qui est spécifique. Donc, il va pouvoir se retrouver, alors, par exemple, alors je les mélange tout le temps, mais backslash n doit être la valeur 13, c'est-à-dire D en hexadécimal, carriage return, et le retour à la ligne, backslash r, qui est le line feed, caractère 10, hexadécimal A. C'est peut-être l'inverse de ce que je viens de vous dire. Voilà. Mais en tout cas, c'est ce qu'on retrouve régulièrement. Vous voyez qu'il y en a un certain nombre d'autres, dont par exemple le caractère 7 qui correspond au bip, donc bell, donc le bip que va faire votre clavier. C'est la raison pour laquelle, si vous faites un cat d'un fichier binaire, votre terminal va se mettre à faire bip un peu dans tous les sens. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'une valeur binaire va être affichée à l'écran, si elle vaut 7, ça correspondra à l'émission d'un bip dans votre terminal. Voilà pour les mystères de l'affichage dans un terminal. Sinon, à partir du caractère 32 jusqu'à grosso modo 126, on va retrouver un certain nombre de lettres, de chiffres qui sont utilisés dans des alphabets classiques, en tout cas l'alphabet américain en général, et qui vont permettre de représenter l'information. Donc si vous voulez écrire par exemple la lettre M sur un clavier et que vous l'enregistrez en mémoire, ce ne sera pas un M qui sera enregistré en mémoire, mais ce sera la valeur 0x6d qui sera enregistré en mémoire et qui tient sur un octet et qui permettra de représenter cette information-là.
Donc en C, quand on déclare un char, c'est exactement la même chose que quand on déclare un entier de 8 bits. C'est simplement la notion de caractère et simplement une représentation humaine d'une information qui n'est qu'une information numérique. On va maintenant s'atteler à quelque chose d'un petit peu plus compliqué, c'est la représentation des entiers signés et qu'on va pouvoir utiliser quand on va faire des opérations comme l'addition, le complément à 2 et la soustraction. Alors on va commencer par regarder comment se passe une addition en binaire. Ça, vous avez dû le voir dans d'autres cours normalement. Et pour faire une addition en binaire, on fait exactement la même chose qu'une addition en base 10, sauf qu'on va additionner des 1 et des 0. Donc si je prends l'exemple qu'on a ici, 214 plus 127, que je pars complètement sur la partie droite avec les bits de poids les plus faibles, eh bien, on voit qu'on a 0 et 1 à additionner. Donc 0 plus 1, ça fait 1. Il n'y a pas de retenue. Par contre, quand je suis sur la colonne 2, cette fois, je vois que je fais 1 plus 1. Donc 1 plus 1, ça ne fait pas 2, mais ça fait 10, puisque nous sommes en base 2. Hein. Donc ça fait 1, 0. C'est la façon d'écrire 2. D'accord. Donc 1 plus 1, ça fait bien 2 en décimale, mais ça s'écrit 1, 0 en binaire. Donc par conséquent, je vais écrire un 0 dans cette colonne-là, et mon 1, je vais le mettre, c'est une retenue, et je vais le reporter dans la colonne suivante. Donc dans la colonne suivante, j'aurai 1 plus 1 plus 1, donc qui valent 3. 3 s'écrit 1, 1 en binaire, et donc je vais écrire un 1 et reporter ma retenue qui vaut 1, et ainsi de suite. Je peux avoir à la fin de mon calcul, exactement comme en base 10, une retenue supplémentaire qui me rajoute un bit supplémentaire. Donc là, c'est notre cas ici. Et quand on va faire une opération en assembleur de calcul, eh bien, on va retrouver ce bit de retenue qui va être dans le flag, hein, d'accord, le registre de flag des PSW, qui va valoir 1. Donc on aura un flag carry qui vaut 1, qu'on va pouvoir tester. Bien sûr, la différence entre un calcul sur le papier et un calcul dans une machine, c'est que sur le papier, on peut rajouter des chiffres sur la partie gauche autant qu'on veut. Sur une machine, on a un résultat qui est stocké dans une variable, qui a une taille prédéfinie. Et donc, si ma variable fait 8 bits et que j'ai un 9e bit de retenue, il ne sera pas présent dans le résultat. Il faut faire donc attention à ce qu'il n'y ait pas de débordement. Donc là, on a un résultat sur 9 bits, et donc il peut potentiellement déborder. Donc là, c'était pour une addition de nombres qui étaient des entiers. Maintenant, voyons ce qui se passe si on additionne des nombres qui sont positifs et les nombres qui sont négatifs. On pourrait représenter ça de façon distincte, différente, en utilisant un bit qui nous indique quel est le signe de notre nombre, et en disant 214, c'est une valeur positive, donc je vais mettre un bit de signe à 0, et moins 214, c'est une valeur négative, donc je vais mettre un bit de signe à 1. C'est une façon que l'on aurait pu employer pour représenter un calcul et qui existe dans certaines machines, mais qui globalement n'est pas très efficace pour la raison suivante, c'est que si je fais la somme de 214 avec moins 214, que vous avez ici à l'écran, vous voyez que le résultat ne vaut pas 0. Or, 214 moins 214, tout le monde le sait, ça vaut 0. Donc cette représentation qui consiste à utiliser un bit de signe, elle peut être intéressante dans certains cas parce qu'elle est très simple, mais elle ne permet pas de faire des calculs. Et donc, par conséquent, ce n'est pas celle qu'on va utiliser. On va utiliser une représentation qui s'appelle le complément à 2. Le complément à 2, c'est une façon de transformer un nombre positif en un nombre négatif. Et globalement, si je voulais représenter ça, je dirais que quand on incrémente un nombre, on part de 0, on fait plus 1, ce nombre devient 1, on fait plus 1, ce nombre devient 2, on fait plus 1, ce nombre devient 3. Et globalement, on incrémente comme ça. Dans la représentation en complément à 2, quand on va vouloir décrémenter ce nombre, c'est-à-dire qu'on est 0 et qu'on va vouloir faire moins 1, et ben on va faire en sorte que 0 moins 1, ce soit du coup FF, puisqu'on a fait un débordement, hein, ou si je reprends dans l'autre sens, si j'avais FF qui était donc que des 1 dans mon nombre et que je faisais plus 1, et ben du coup ça met une retenue, mais tous les 8 bits que j'ai passent à 0, d'accord. Et donc on va faire en sorte que FF ait pour valeur moins 1, de façon à ce que quand on est à 0, qu'on fait moins 1, on tombe bien sur la valeur qui correspond. Bon, l'opération mathématique pour faire ce complément à 2, elle est très simple. Elle consiste tout d'abord à inverser chacun des bits du nombre. Donc vous voyez que mon nombre de 114 s'écrivait donc 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Donc je vais inverser ces bits. Donc mon bit de signe va passer à 1.
Et ensuite, mes 1 vont passer à 0, donc genre 1, 0, 0. 0 va devenir 1, 1 va devenir 0, 0 va devenir 1, et ainsi de suite. Alors pourquoi est-ce qu'on a un bit de signe ici? En fait, ce n'est pas vraiment un bit de signe, si ce n'est que le bit de poids le plus fort nous indique le signe, mais ce n'est pas vraiment un bit de signe. C'est plus le fait que si j'avais une valeur qui pouvait aller de 0 à 255, donc sur 8 bits, et que maintenant je veux pouvoir représenter des valeurs qui vont de moins 256 jusqu'à 255, il va me falloir un bit de plus, puisque je vais avoir non plus 256 valeurs possibles, mais 512 valeurs possibles. Donc c'est pour ça qu'on va retrouver un bit supplémentaire, mais qui n'est pas vraiment un bit de signe, même si par effet collatéral, le bit de poids le plus fort nous permettra de connaître le signe du nombre. Donc, une fois qu'on a fait l'inversion des bits, on va faire ce qu'on appelle le complément à 2. En fait, pour faire le complément à 2, on va simplement rajouter 1 au nombre qu'on a obtenu précédemment. Donc ici, vous voyez que le nombre, c'était 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Et donc, si je fais plus 1 à ce nombre, eh bien, mon 0, 1 va devenir 1, 0, d'accord? Puisque j'avais 1 au final, qui va devenir 2. On va l'écrire 1, 0. Voilà. Donc, on fait simplement un plus 1 après avoir inversé tous les bits, et c'est comme ça qu'on obtient la valeur négative. Donc maintenant, une fois que j'ai fait ça, si je fais mon plus 214 moins 214, eh bien, mon addition va faire que je vais bien avoir des zéros qui vont être présents partout. Et à la fin va apparaître un bit de retenue que je ne vais pas garder puisqu'il sort de mon calcul. Voilà. Donc ce bit de retenue a toujours du sens, parce que le fait que je représente les choses de façon signée ou non signée, en fait, n'est qu'un choix de l'utilisateur. Et vous voyez que dans ce calcul-là, en fait, ça n'affecte pas le calcul que j'ai réalisé. C'est-à-dire que ma valeur 214, comme elle est positive, signée ou non signée, elle vaut toujours 214. Par contre, ma valeur moins 214, signée, elle vaut moins 214, et en non signé, elle a une valeur différente. D'accord? C'est qu'on pourrait recalculer, hein, il suffit de dire que c'est 256 plus 32 plus 8 plus 2. Voilà. Donc 42 plus 256, donc 292. Voilà. Et donc le calcul de 292 plus 214, eh bien, ça donnerait 0 avec un bit de report supplémentaire qui serait 512. Je pense que le calcul, globalement, doit arriver à 512. Voilà. Ça, c'est un petit détail, mais c'est pour vous dire que l'électronique qu'il y a dans le microprocesseur ou dans le microcontrôleur n'a qu'un seul additionneur qui marche très bien pour des entités signés ou non signés. Et ce qui fait la représentation, le choix, c'est quand vous définissez une variable comme unsigned ou signed, donc signed par défaut en général, mais si vous précisez unsigned, c'est vous qui choisissez cette représentation-là. Mais dans les calculs, en fait, ça ne change rien. Et ce calcul ne sera utilisé que dans les tests. L'addition et la soustraction marchent de la même façon. Je dirais de toute façon, une soustraction ou une addition, ce n'est qu'une représentation d'une opération. Typiquement, si je fais 415 moins 289, c'est exactement la même chose que si je fais 415 plus moins 289. D'accord? Donc de cette façon-là, on va le calculer de cette façon-là, en disant on a notre 415 qu'on va écrire, que vous voyez ici. On a notre 289, on va donc l'inverser grâce au complément à 2, comme on a vu précédemment. Et ensuite, notre soustraction ne sera qu'une addition entre 415 et 289. Voilà. Et donc, on aura notre résultat qui va se calculer de la même façon. Donc, vous voyez, c'est de la même façon, d'un point de vue architecture, dans un microcontrôleur ou microprocesseur, on n'a pas un additionneur et un soustracteur. En fait, on a un composant qui fait addition-soustraction. Et on va simplement appliquer un complément à 2 en entrée quand on va vouloir faire une soustraction.